On va se poser ici sur la cité universitaire pour notre troisième et dernière table ronde. Ça sera une fois de plus l'occasion d'interroger les dirigeants du cercle au sujet de l'écoute, bien entendu, vous l'aurez compris. Mais aussi, on va faire un tout petit détour sous forme de conclusion sur l'impact du contexte géopolitique sur les politiques de diversité de nos entreprises. Donc, une table animée par Benoît Louvel. Bienvenue à tous les quatre. Donc nous sommes 5, mais voilà, donc une table un peu plus masculine que celle de ce matin, mais c'est un peu le hasard. Voilà, bienvenue à toutes et tous donc pour cette table ronde qui sera un moment d'échange dédié à l'écoute et au feedback. Alors c'est après manger, mais on va être tellement bien que vous allez être réveillés après. Des dirigeants des entreprises du cercle vont partager leur vision sur le thème donc, de l'écoute de notre colloque, basé sur des questions qui ont été choisies par les ateliers et par les salariés de nos entreprises. Donc, je vais commencer par Xavier, vice-président et CTO chez IBM France. Xavier est un expert en intelligence artificielle et en neurosciences. Donc, Xavier, vous dirigez la R&D d'IBM France et explorez les applications de l'informatique quantique. Est-ce naturel d'écouter ou bien est-ce un apprentissage à votre avis? Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais faire une réponse un peu bateau, mais c'est les deux, bien entendu. Alors, vous allez rire aujourd'hui. J'ai une otite et j'entends pas bien de l'oreille gauche. Je me suis dit, il y a un truc là qui se passe, le destin qui fait que. Donc, mais comme quoi, normalement, si la nature fonctionne bien, notre cerveau est bien câblé pour écouter. Il est câblé pour interpréter des mots, des sons, et il est là pour, dès notre naissance, d'avoir cette capacité naturelle qui est d'écouter. Et puis même quand on a un problème d'oreille, écouter, ça peut être aussi décrypter un langage corporel, un regard. L'écoute, en fait, va un petit peu au-delà, on va dire, de l'audition, je dirais. Et puis, il y a un autre côté qui est effectivement l'apprentissage de l'écoute attentive. Une écoute qui est empathique, sans jugement, et qui est un vrai apprentissage, et c'est un apprentissage constant que l'on peut vite oublier. Vous pourrez faire une session d'enseignement, et puis vous faites ça pendant une semaine, vous êtes motivé peut-être pendant un mois, et puis après derrière, on retombe dans notre travers. Et il ne faut pas culpabiliser par rapport à ça, parce qu'il y a notre cerveau qui a été façonné par des milliers d'années, et qui a quelques automatismes. Alors, pourquoi il a ces quelques automatismes? Je m'explique. Si vous prenez un petit bébé de 6 mois, par exemple, ou de 8 mois, et que vous lui présentez une urne avec que des boules rouges à l'intérieur, et vous fermez l'urne et vous sortez une boule bleue, eh bien, le bébé va être surpris. Donc, quelque part, il a comme un schéma, on va dire, établi, qui fait qu'il y a moins de probabilité qu'il y ait effectivement une boule bleue qui sort. Et puis vous avez le syndrome de la valise. Vous prenez une grosse valise, vous la mettez au milieu d'une pièce, et puis il y a une personne qui demande de l'aider à soulever cette valise-là. Et puis beaucoup d'entre eux, enfin beaucoup des personnes qui vont soulever cette valise vont la soulever avec beaucoup plus de force que prévu. Et parce que là, pareil, le cerveau a un petit schéma établi. Et puis il y a des trucs qui sont moins drôles. Par exemple, on a un noyau qui s'appelle l'amygdale, et qui est un peu notre centre d'alerte, un peu là où il y a la peur. Et quand vous présentez des visages et que vous présentez des visages qui vous ressemblent, bien l'amygdale se comporte plutôt bien, et puis un visage qui vous ressemble pas forcément, l'amygdale va s'allumer automatiquement. Et donc c'est pas parce qu'il y a une volonté de juger ou d'avoir un a priori, c'est juste un réflexe. Et c'est pour ça que je parle souvent de culpabilité, parce qu'il ne faut pas se culpabiliser par rapport à ça. Il faut justement apprendre à maîtriser ça et à en fait muscler un peu son cortex préfrontal. Il y a même des médecins d'Harvard bien formés qui aujourd'hui ne donnent pas assez d'antidouleurs, parce que des gens qui peuvent être différents d'eux, entre guillemets, eh bien, ils estiment qu'ils sont mieux résistants à la douleur, ou ils ont carrément une peau plus épaisse, ce qui est absolument faux. Mais en fait, l'apprentissage, il est vraiment clé. Et donc là, c'est un peu visuel ce que je vous montre, mais l'écoute, c'est pareil. On interprète à notre façon, on a un jugement de notre façon. Et je prends Xavier quand il était ado, il était avec 3 copains.
ils rentrent d'une soirée, il y a un chemin éclairé, un chemin non éclairé. Quelqu'un dit on prend le chemin éclairé, tout de suite, bien entendu, à notre âge, on se dit oh, mauviette, tout ça, etc. On prend le chemin non éclairé, un petit craquement de rien du tout, on a tous pris notre jambe à notre cou et on a couru pendant 1 kilomètre. Alors qu'il n'y a rien. Donc en fait, c'est un vrai apprentissage que de bien écouter. Et c'est un muscle que l'on doit systématiquement faire apprendre et surtout muscler notre cortex préfrontal qui derrière va tout simplement dire à l'amygdale calme-toi, voilà la réalité. Donc c'est les deux pour moi. Merci beaucoup Xavier. Donc je me tourne vers vous, Grégory Delacroix. Donc vous êtes HR Manager France chez SLB, ex-Schlumberger, pour ceux qui connaissaient comme ça. Grégory est responsable des ressources humaines et promeut la diversité et l'inclusion au sein de l'entreprise. Donc vous avez une vaste expérience internationale dans le domaine RH. Grégory, selon vous, quel levier pour développer une culture de l'écoute et du feedback et comment l'encourager? Merci pour l'introduction. Un peu moins pour la photo qui date d'il y a quelques années. Là. Je pense avoir envoyé une plus récente. Mais merci d'avoir souligné aussi l'aspect international de ma carrière, parce que je vais peut-être revenir sur une dernière mission avant de venir en France il y a 1 an et demi. Je travaillais aux États-Unis. Et là, j'ai découvert des mots assez magiques comme amazing, incredible, great. Et pourquoi est-ce que je mentionne tous ces mots-là? C'est qu'au final, ils sont assez magiques. Ils créent un contexte positif. Et je pense que l'aspect regarder un contexte positif et une atmosphère positive est source d'écoute, de dialogue et de tout. Maintenant, je vais un peu pousser encore plus l'aspect positivité de manière générale. Donc, on a tendance parfois à se focaliser parfois sur ce qui ne va pas. Mais et à titre individuel, en disant on corrige en termes de feedback, en disant ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais au final, focalisons-nous aussi surtout sur ce qui va bien, parce que c'est nos forces qui font que ce qu'on est. C'est nos forces qui permettront de nous distinguer en groupe. Donc voilà donc, le message vraiment que je voulais passer, parce qu'il y a tellement de belles choses qui ont été dites aujourd'hui, c'est rappeler l'aspect positivité dans le contexte de l'écoute. Merci beaucoup Grégory. Pour continuer sur le sujet, je passe aussi à Karine de Boissezon, donc, qui est Chief Impact Officer chez EDF. Karine a débuté sa carrière dans la banque avant de rejoindre EDF en 2010. Vous déployez la stratégie de responsabilité sociétale et environnementale du groupe. Et donc Karine, que peut apporter la culture de l'écoute et quels bénéfices peut-on en attendre? Je vais parler peut-être d'un événement assez symbolique de comment ça a changé l'écoute dans l'entreprise. C'est l'accord PSVR en 2012. Pour la première fois, on rompt un peu le consensus politique autour du nucléaire. On annonce qu'on va fermer des centrales. Et du coup, effondrement total de la confiance en l'avenir des salariés de l'entreprise. Et c'est vrai qu'EDF, en tout cas moi, ma perception, j'y suis depuis 2010, comme vous dites, il y a on est beaucoup d'expertise et donc il y a le côté on sait ce qui est bien pour les autres et donc on a tendance à dire ce qu'il faut avant d'écouter. Et là, du coup, cette crise, il ne faut jamais gâcher une crise, hein, comme dit Churchill. Et donc cette crise, elle nous a permis de créer une direction de l'intelligence collective. Et on a écouté 40 000 salariés pour leur demander ce qu'ils pensaient de l'avenir du groupe en fait et qu'est-ce qu'on devait faire, c'était quoi notre rôle dans la transition. Et de ces 40 000 salariés qui ont été écoutés, et c'était intéressant parce qu'il n'y avait pas d'enjeu de hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y avait des agents d'exécution, il y avait des dirigeants, évidemment des hommes et des femmes, et chacun avait le même temps de parole. Donc ça aussi, c'est quand même une grande leçon d'humilité. Donc pour moi, l'écoute déjà en entreprise, c'est l'humilité. En tout cas, dans la mienne, pour moi, c'est vraiment un sujet d'humilité. Et ça a permis de mettre en place 21 défis au COMEX. Et pour la première fois, le COMEX était filmé en live. Et ils n'avaient pas le droit de ne pas expliquer les choix qu'ils faisaient des défis lancés par les salariés. Ça aussi, c'est une forme d'humilité très forte. Et ça a permis de rendre les salariés acteurs. Donc moi, je trouve que ce qui est intéressant dans l'écoute, c'est le fait que ce soit une forme d'humilité. Et du coup, ça a aussi fait passer à l'action des gens qui peut-être n'auraient jamais osé. Et le deuxième exemple que j'ai, c'est la fresque du climat. Donc on a déployé la fresque du climat à 90 000 salariés. On est 165 000 au moment où on déploie. Aujourd'hui, on est 190 000. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire par le biais du non-verbal aussi, hein, puisque dans la fresque, pour ceux qui l'ont fait, il y a un côté artistique, puisqu'on doit dessiner. Et ben là, c'est pareil, ça peut être des agents qui font la fresque à des dirigeants. Ils ont la même capacité de maïeutique, finalement,
finalement de faire accoucher de cette fresque. Ils ont peut-être plus de talents non verbaux et donc finalement ça permet aussi de laisser chacun trouver sa place et d'agir dans la stratégie de l'entreprise sans finalement être dirigeant ou commerçant, etc. Donc l'écoute pour moi ça a transformé énormément de choses dans la façon dont on a fait bouger finalement l'entreprise. Merci beaucoup, Karine. Alors, je passe à Eric Marcade. Il est directeur des SAP Labs Paris. Et Eric dirige une équipe de 600 personnes et développe des solutions d'analyse avancées. Vous êtes également engagé dans la promotion des femmes dans la technologie. Et Eric, selon vous, qu'apporte une culture de l'écoute et du feedback, mais dans le processus innovant? Bien, d'abord, quand on parle d'innovation, on parle forcément de communication. Donc, il est loin le temps où on trouvait des trucs en s'asseyant sous un pommier, en regardant une pomme tomber. Donc maintenant, en fait, il faut vraiment regarder tout ce qui se passe autour, etc. Il y a beaucoup de processus d'innovation qui sont à la base d'utiliser des choses qui existent dans un domaine et de les transposer dans un autre. Et si jamais je regarde, par exemple, le développement logiciel, on a plein d'occasions pour communiquer les uns avec les autres. On a les Scrum Meetings tous les matins où tout le monde raconte ce qu'il a fait hier, ce qu'il va faire aujourd'hui. On a les rétrospectives, évidemment, où on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait dans la dernière livraison. On a les root cause analysis, ça vient de l'aviation un peu, où on essaie de décortiquer quand il y a eu un incident, qu'est-ce qui s'est mal passé et de regarder un petit peu l'enchaînement qui nous a amené là. Donc on a plein d'occasions où la communication est là. Sauf que tous ces outils-là, ça ne marche pas s'il n'y a pas une ambiance, une atmosphère dédiée à l'écoute. Si jamais vous avez un manager autocrate, ça ne marchera pas. Si vous avez quelqu'un dans la réunion qui se mettra à faire du finger pointing en disant c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres, ça ne marchera pas. Si vous avez quelqu'un qui, par exemple, monopolise le discours et tout ça, ça ne marchera pas. Et donc, en fait, tout ça, effectivement, c'est une question d'entraînement. Mais l'écoute et cette ambiance positive d'écoute est vraiment le truc fondamental qui permet la communication et donc l'innovation. Merci Eric. Je reviens vers vous Xavier sur un sujet qui mélange technologie et écoute. Qu'est-ce que l'IA permet désormais d'entendre? Alors je dirais il faudrait le voir de deux façons. C'est comment la technologie effectivement permet de mieux écouter, techniquement parlant, et deuxièmement, comment est-ce que la technologie nous permet peut-être de mieux écouter. Bon. Alors sur le premier point, la technologie, et l'IA en particulier, a maintenant des grandes oreilles. Donc il faut mettre un petit préambule à ça. De point de vue éthique, écouter ne veut pas dire surveiller. Et donc c'est un point qui est important de rappeler quand on utilise l'intelligence artificielle, avec qui on l'utilise, pourquoi on l'utilise et au profit de qui. Bon, une fois qu'on a dit ça, derrière, l'IA aujourd'hui, elle permet de détecter des anomalies, des signaux faibles qu'on ne percevait pas avant. Typiquement, lorsque vous parlez ou vous utilisez des mots, vous avez des intonations de voix et des choses comme ça, on peut très bien détecter avec de l'intelligence artificielle. Il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus pour détecter une grosse fatigue, une dépression, tout ce qui va être autour du burn-out ou d'autres pathologies. Par exemple, il y a des IA qui sont aujourd'hui utilisées pour, par exemple, détecter des anomalies dans la voix et donc potentiellement la maladie de Parkinson ou une dépression de manière assez précoce. Donc, technologiquement parlant, si l'on l'utilise pour le bien commun et l'intérêt humain, je tiens quand même à le préciser, eh bien, ça peut en fait détecter des choses que nous, humains, on ne savait pas écouter. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et après, le deuxième point, c'est en quoi l'IA nous permet de mieux écouter. Bon, la première chose qui me vient à l'idée, c'est de parler des biais. Parce que on parle souvent des biais de l'IA. On oublie quand même très souvent que l'IA peut aussi nous permettre de lutter contre les biais. Combien de fois, et je me mets dans le même lot, combien de fois on va à une réunion non préparée? Et quand on va dans une réunion non préparée, qu'on amorce un dialogue avec une personne, vous arrivez à la réunion, vous avez déjà vos idées bien établies, et quelque part, vous manquez un petit peu d'écoute. Et l'IA, quelque part, si vous préparez cet entretien, et ça peut vous faire gagner du temps, vous pouvez arriver avec des données objectives, avec des choses non subjectives, et donc arriver sans a priori, sans jugement, et donc de laisser place au dialogue et à l'écoute, et en fait de faire progresser
on va dire, la discussion, en tout cas entre les deux personnes. Donc ça, c'est une façon, et ça peut être le cas dans les entretiens de ressources humaines, la médiation, des choses comme ça, mais d'arriver avec un niveau d'objectivité qui laisse de côté les impressions, les jugements, et donc de laisser place à une prise de recul et éviter de juger trop vite et d'être de mieux préparé. L'IA, ça peut être aussi une façon, et j'ai bien aimé l'approche côté EDF, parce que quand on fait une réunion, par exemple, un Teams, et que vous enregistrez la conversation, et que l'IA analyse la conversation et catégorise le fait qu'il y a une personne qui a plus parlé que l'autre, il y en a une qui n'en a pas parlé, il y a un autre qui a employé des mots qui ne sont peut-être pas super, enfin bref, c'est une analyse factuelle, objective, de comment la conversation a eu lieu et de quelque part détecter aussi celui qui ne s'est pas exprimé, lui donner la parole, etc. Donc la technologie peut être aussi utilisée comme ça, on l'oublie un petit peu souvent, mais il y a effectivement une technologie qui peut être biaisée, et là il n'y a pas de débat, il faut lutter contre ça, il faut continuer, mais il y a aussi le fait que l'IA peut objectiver les choses et donc de donner un caractère un peu plus scientifique pour l'écoute et pour le dialogue. Et ce qui est sûr, c'est que ça ne remplacera jamais l'humain, en tout cas, c'est ce que je crois beaucoup, mais ça peut nous éviter de passer à côté de l'essentiel. Voilà. Merci beaucoup Xavier. Et Eric, cela me permet de rebondir sur notre prochaine question. Avec l'apport de l'IA dans nos vies professionnelles, dans 10 ans, est-ce qu'on saura encore écouter les expertes et les experts ? Je défie quiconque de savoir qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, mais ça c'est le premier point. Mais après, sinon, surtout en termes d'IA, en fait, déjà aujourd'hui, est-ce qu'on sait faire la différence entre un expert humain et un expert IA ? Donc ça, c'est un des gros trucs qu'on a raté avec l'IA, pour être clair. Hein, quand on fait du marketing, par exemple, on fait de l'A/B testing. C'est-à-dire que quand on fait une expérience, on essaye de garder une population sur laquelle on fait l'expérience et une population sur laquelle on ne fait pas l'expérience, histoire de voir la différence entre les deux. La même chose en médecine, etc. Et là, maintenant, c'est foutu avec l'IA, puisqu'il y a tellement d'IA maintenant, en particulier sur Internet, de documents générés par l'IA, qu'en fait, même les linguistes qui étudiaient l'évolution des langages ont abandonné parce que maintenant, la proportion de documents générés par IA est trop importante par rapport à celle des humains. Donc, ça veut dire quoi l'expertise, en fait, véritablement ? En fait, on a plusieurs sortes d'expertise. Il y a l'expert qui était un petit peu là pour faire du technology watch, c'est-à-dire qu'en fait, il était le référent local par rapport à un domaine, et c'était vers lui qu'on se tournait quand on avait une question sur ce domaine-là. Celui-là, il est un petit peu en danger, pour être clair, puisque là, effectivement, une IA va aller chercher sur toute la planète tous les documents qui s'y référencent, etc., et à ce genre de choses. Après, il y a l'expert qui, lui, met en pratique et en fait a un vécu derrière ce qu'il a été fait. Celui-là, il va être difficile à être remplacé parce que là, effectivement, il y a le truc en plus qui fait qu'il va s'adapter, il va avoir toute cette capacité d'adaptation locale qui sera peut-être un petit peu plus difficile à obtenir par rapport à l'IA. Puis après, il y a les experts super pointus. Et en fait, effectivement, je pense que l'expertise, elle va être de plus en plus très, très pointue, très, très localisée, etc. Un petit peu comme les chercheurs en mathématiques au jour d'aujourd'hui. Je pense que si vous essayez de discuter avec un chercheur mathématique d'aujourd'hui, au bout de 10 secondes, vous êtes largué parce qu'il est dans un univers très, très spécifique. Donc, il y a plusieurs sortes d'expertise et toutes les expertises ne seront pas remplaçables par l'IA. Mais ceci dit, c'est important de... Je sais qu'il y a des gens qui, en fait, regardent comment faire la distinction entre ce qui est généré par l'humain et ce qui est généré par l'IA. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit continuer à insister parce que, à mon avis, c'est fondamental pour cette problématique. Merci beaucoup Eric. Et là, je me tourne vers Grégory, mais Xavier a un peu répondu à la question que j'allais te poser. Qu'est-ce que l'IA entrave dans l'écoute des signaux faibles ? Donc c'est un peu l'autre côté, mais voilà. Non, et merci. Et en fait, c'est horrible de faire passer le RH après les deux experts en IA, quoi, parce que j'ai pas des masses à rajouter. Et du coup, j'en ai appris beaucoup avec Xavier sur les signaux faibles qui sont... Enfin, que l'IA peut être à l'écoute des signaux faibles, ce qui pourra voilà, complémenter notre job. Donc peut-être en parlant de mon job en DRH, peut-être je pensais, pendant Xavier qui a pris beaucoup, qui a pu vraiment m'apprendre beaucoup sur son intervention là maintenant, je pense qu'en tant que DRH, parfois donc, j'ai des communications de groupe à envoyer. Là, l'AI est super utile. Des communications parfois alors plus individuelles. L'AI là sera un peu moins parce qu'il faudra un peu plus personnaliser la touche.
Puis alors en tant que RH, après je peux avoir des conversations via Teams, via vidéoconférence. Là, je peux toujours être sur mon ordinateur avec les AI. Et puis les conversations en fait les plus importantes, en tant que RH, je suis face à face avec un employé et là j'ai pas d'AI et c'est ça. Et pour moi, c'est ces conversations là qui seront les plus riches. Enfin, pour le moment. mais je tiens à souligner que voilà. Donc pour moi, la distinction des signaux faibles du coup va dans l'autre sens aussi, c'est que c'est dans ces échanges individuels qu'on pourra en retirer le plus pour moi et que l'échelle du coup va dans l'autre sens, Voilà. Merci beaucoup Grégory. Et pour revenir à l'écoute des salariés, Karine, quels outils ou méthodes utilisez-vous pour recueillir les feedbacks de vos employés ? Alors, du fait du nucléaire, on a une histoire très longue d'enquête, à la fois interne et externe, pour comprendre un peu les opinions autour, bien entendu, déjà du nucléaire, et puis ça s'élargit à plein d'autres sujets. Donc, je vous parlais du socioscope qui avait vraiment morflé au moment de l'annonce de la fermeture des centrales. Donc ça, c'est évidemment un outil important de recueil de feedback. On a plein de baromètres, en fait. On génère énormément d'études. On en a une d'ailleurs, on ne fait pas tout seul, qui va sortir là sur le sexisme ordinaire. C'est tous les 2 ans, 19 entreprises, dont certaines qui sont dans le cercle Interel. Et on est 38 000 salariés à avoir répondu sur 131 000 de toute l'enquête. Donc vous voyez, on a une culture de la réponse aux enquêtes qui est très forte. Et donc ça permet bien sûr d'acter des politiques avec le retour des salariés. Je vous ai parlé de cette direction de l'intelligence collective. Elle a permis de créer en fait des outils d'écoute des salariés. On en a lancé un qui s'appelle Parlons Mixité, où on va dans les sites industriels. Pour vous donner une idée, sur les sites hydrauliques, on a 12,5% de femmes. Donc voilà, un grand sujet de difficulté de gré sur ces postes dans des sites qui sont souvent très isolés. Et donc on va sur les sites, on utilise le théâtre pour libérer la parole. Donc je vous disais, on parlait du dialogue, mais il y a plein de formes évidemment de dialogue. Et aujourd'hui, on en est à plus de 200 personnes qui sont passées par là, et ça nous permet de faire évoluer nos politiques. Et puis le dernier point qui vient pas de nous, mais que je trouve très intéressant, je pense qu'on est plusieurs entreprises à avoir eu ça après Covid, des salariés qui se sont eux-mêmes organisés en collectif, notamment autour de l'écologie. Donc moi j'ai un collectif qui s'appelle le Rhizome, donc intéressant aussi cette image horizontale, racinaire, et ils sont passés de 80 à 2000 en l'espace de 3 ans, et c'est des collectifs en fait qui ne demandent qu'à être écoutés pour essayer de faire bouger l'entreprise. Et à la différence des syndicats qui sont une autre force en présence très importante chez nous, ils se positionnent comme un pour-pouvoir et pas un contre-pouvoir. Alors évidemment, on n'échappe pas à la radicalité quand même. Je pense que chez Orange, vous l'avez eu aussi. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant aussi de voir comment les salariés eux-mêmes se positionnent comme à l'écoute, mais exigeants vis-à-vis des politiques de l'entreprise. Merci beaucoup. Donc, il nous reste que 4 minutes, donc ça va être rapide pour la conclusion, mais on va revenir sur l'égalité et l'inclusion, et notamment femmes-hommes. Et Eric, selon vous, écoute-t-on de la même façon une experte et un expert technique, si possible en 1 minute ? Qu'est-ce que j'aimerais répondre? Oui, mais malheureusement non. Enfin, comme l'a expliqué Xavier, on est tous trompés un peu par notre cerveau. On a tous des archétypes. Si jamais je vous dis savant, vous allez imaginer Einstein ou le professeur Cosinus, un vieux monsieur avec des cheveux blancs et tout ça. Et donc forcément, quand le plus on s'éloigne en fait de l'archétype de l'expert, le plus on a un handicap de confiance à contrer, etc. Et donc ça arrive effectivement avec les femmes. D'où l'importance d'avoir des rôles modèles, et pas simplement des rôles modèles du 19e siècle, etc., mais des rôles modèles actuels ou des rôles modèles locaux dans la société. Donc vraiment que l'on met en avant par leur expertise, pour qu'en fait elles puissent contrer le fait que le cortex nous trompe, etc. Mais en fait, ça n'arrive pas que pour les femmes. La dernière fois, j'écoutais un monsieur qui parlait d'IA avec un fort accent du Sud. Et il m'a fallu au moins 30 secondes en fait pour le prendre au sérieux, malheureusement. Parce que pour moi, le Sud, c'est feria et tout ça, et voilà. Et on est comme ça. Merci beaucoup, Eric. Pour conclure, je vais poser une question à Xavier, Grégory et Karine, et la même, ça, c'est dans le contexte géopolitique actuel et face aux tensions concernant la diversité et l'inclusion, quelle réaction, et notamment en lien avec notre thème de l'écoute, ça vous
amène, tant sur le plan individuel qu'au sein de votre entreprise? Je commence par toi, Xavier. Je commence. Ok. Bon, déjà, il y a des mots qui, et merci Karine, parce que intelligence collective, mais le mot humilité, il a été dit, et je pense que c'est quand même la clé de beaucoup de choses. Et le contexte tendu dont on parle, il manque cruellement d'humilité, je pense. Je suis peut-être un peu critique, mais moi, voilà, c'est un constat individuel, mais je trouve qu'on donne beaucoup d'importance à la parole. Moins aux faits scientifiques, moins à l'écoute, bien entendu. Je dirais presque, dans le contexte actuel, l'écoute, c'est presque un acte militant. Ce qui est quand même bizarre, mais je pense vraiment que c'est un acte militant. Merci. Et je pense aussi que quand on a des convictions, eh bien l'écoute peut être aussi une forme d'action. Et peut-être comme on n'a pas beaucoup le temps, je vais juste citer cet exemple-là. Il y a une enseignante aux États-Unis qui a fait un petit exercice. Toutes les semaines, elle demandait à ses élèves d'écrire sur un bout de papier les 4 personnes dont elle voulait se mettre à côté la semaine d'après et leur donner voilà, des qualités, des choses comme ça. Et donc chaque vendredi soir, elle analysait les petits papiers et ça lui permettait en fait quoi? D'identifier les personnes qui étaient isolées et d'identifier les personnes qu'elle appelait les personnes invisibles. Et donc la semaine d'après, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle leur donnait plus d'attention, plus d'écoute, et essayait en fait de leur donner la parole et de les laisser s'exprimer. Et le constat, c'est que la classe fonctionnait beaucoup mieux et bien, avec des bonnes notes et des choses comme ça. Et je me dis, bah, ça, c'est une forme d'écoute qui se transforme en action, et donc cet petit acte militant, eh bien, voilà, à l'échelle individuelle, peut changer au moins une classe de 30 personnes. Voilà. Grégory? Bon, on est dans le contexte de l'écoute aujourd'hui, donc j'ai juste un peu illustré la diversité d'une certaine manière pour moi. C'est-à-dire, on imagine un orchestre, enfin on imagine tout d'abord un joueur de flûte. Tout seul, le concert ne sera pas très, très, très amusant. On rajoute un bassiste, on rajoute un pianiste, on rajoute une chorale, on rajoute tout ça. Je vous promets que votre concert sera beaucoup, beaucoup plus riche. C'est ça la diversité, c'est rajouter des éléments. C'est rajouter et c'est encourager. Donc, avec cette image, je pense qu'il n'y a personne ici qui dira, ou même nulle part, qui dira que la diversité n'est pas une richesse. Donc maintenant, je vais rejoindre ton conseil militant. C'est à nous tous, c'est RH, employés, dirigeants, tout le monde, hommes, femmes, minorités, de porter les messages de diversité pour les maintenir. Voilà. Merci beaucoup, Grégory. Et enfin, Karine, à toi le mot de la fin. Je pense que on est quand même aujourd'hui attaqué sur notre système de valeurs, en fait. Donc, moi, la première chose, c'est, je pense qu'il faut résister. Et du coup, moi, je pense que l'éthique, c'est un mot qui est important aujourd'hui. Parce que l'éthique, ça permet de rapprocher le choix individuel au choix collectif, et donc dans nos entreprises. Et il est souvent plus facile de se mettre d'accord sur les critères d'inégalité que ceux du bien ensemble. Qu'est-ce qu'est une bonne société, bien vivre. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que quand on est dans un monde d'abondance avec de la compétition, il y a de la violence, et c'est souvent contre les femmes, contre les personnes vulnérables et contre les écosystèmes. Et donc, ce qui me rend joyeuse, malheureusement, c'est qu'on est dans un monde où il n'y aura plus d'abondance, et donc on sera obligé de collaborer. Et donc, vive la collaboration. Merci beaucoup et merci de votre écoute.